Salam alaikum, Azul, bonsoir. Comme chaque samedi, donc rétro info de la semaine, nous allons parler de sujets parmi les plus marquants et vous aurez remarqué que ces derniers temps, il y a vraiment des sujets très marquants au point où nous n'arrivons plus à choisir, à préférer les uns sur les autres, tellement ils sont tous intéressants et tous importants. Aujourd'hui, nous allons donc parler des déclarations de Tebboune au sujet des importations, des licences d'importation, de l'austérité annoncée, de la réduction des importations. Nous parlons ensuite de la nomination de Ould Qaddour à la tête de Sonatrach et de l'affaire Ould Abbas de son fils, Ould Abbas qui semble s'en tirer. On dirait qu'un consensus aurait été fait sur sa personne pour l'épargner, pour ne pas le jeter en pâture, comme on dit à la foule. Et donc, nous commençons par les déclarations de Tebboune. Tebboune confirme le gel des importations. On ne peut pas protéger l'économie nationale en faisant de l'Algérie une poubelle. Par Faisal Metaoui. J'ai le plaisir donc de recevoir ici sur le plateau Rachid Nekaz, président du MJC. Merci d'être avec nous. Zohair Rouis, secrétaire national de Jil Jadid. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Merci d'être avec nous. Alors, donc, on va commencer par Tebboune. Vous avez tous suivi cette déclaration sur l'importation. Il a parlé de poubelle. Il a dit l'Algérie ne peut plus continuer à être une poubelle de tous les plus mauvais produits du monde qui se déversent sur l'Algérie. Et on dirait qu'ils viennent se réveiller après avoir profité pendant 20 ans, fait profiter les leurs copains, leur clientèle, d'une importation tout azimut sans aucun contrôle. Et maintenant, il semble découvrir qu'il faut restreindre ces importations. Qui se lance ? On peut effectivement se poser la question, d'où sort M. Tebboune? Il était où pendant toutes ces années? Ils se sont bien gaufrés, tous, tels qu'ils sont. Ils se sont tous bien gaufrés de ces importations et de ces marchés-là. Et aujourd'hui, ils découvrent que l'Algérie serait devenue la poubelle des autres. C'est de leur fait. L'Algérie, elle en est là où elle est aujourd'hui, c'est absolument de leur fait. À lui, il en est responsable, il porte la responsabilité. Lui et ceux qui l'ont nommé et ceux qui l'ont précédé en partant du plus haut magistrat du pays. Donc aujourd'hui, ils découvrent cette situation parce qu'ils veulent évidemment arriver devant le mur. Ils veulent réduire les importations de produits de première nécessité aussi, malgré ces déclarations. Lui dit nous ne toucherons pas aux produits dits de première nécessité. Ils toucheront à ces produits-là rien que par le fait d'augmenter leur prix. Et ces produits-là vont devenir, et ils deviennent déjà petit à petit inaccessibles par le commun des Algériens, parce que déjà, sur la loi de finances, on en a déjà parlé très longuement ici, du fait de l'augmentation des taxes qu'ont subi un certain nombre de produits, mais aussi du fait de l'arrêt des importations qui veulent décider et qu'ils décident comme ça de manière très autoritaire. Cela montre, et d'ailleurs j'ai lu ces déclarations où il dit que qu'est-ce que c'est que ce libéralisme outrancier. Oui, il parle de libéralisme. C'est incroyable quand débridé. Même. Hein. Débridé. Mais Zohair Rouis, lui et son équipe ont proposé une réduction de 10 milliards de dollars pour ce qui reste de 2017. C'est déjà énormissime. Oui. Et celle-là, le chef du gouvernement aurait exigé 15 milliards de dollars. Une réduction de 15 milliards de dollars. Mais c'est complètement fou. On ne décide pas comme ça au milieu de l'année d'une telle réduction, comme ça, à la godille. C'est incroyable. Nous l'avions déjà dit, hein, que l'économie globale de la loi de finances de 2017 n'allait pas tenir. Et personnellement, ici même, sur ce plateau, j'avais dit, avant le milieu de l'année, ils reviendront sur l'économie globale des indicateurs qu'ils ont posés sur la loi de finances. Ils y sont déjà. Nous sommes à peine, nous n'avons même pas fini le premier trimestre, qu'ils sont déjà en train de revoir la feuille de route finalement de la loi de finances.
Et cela est finalement assez instructif sur la façon de gérer le pays, de cette méthode. Il disait qu'ils avaient un parlement légitime Oui. et des institutions légitimes. Oui. Mais bon, comme on dit en n'interviennent arabe, pas. le san me fait adam. Voilà. C'est-à-dire, il peut dire ce qu'il veut. Hein, Donc c'est ils dans la gèrent le pays comme ils gèrent peut-être leur propre petite boutique, ou comme on pourrait gérer peut-être une boutique. Et encore, je pense qu'un artisan est beaucoup plus rigoureux que ce qu'ils font eux-mêmes à la tête de ce pays. Mais moi, ce qui vraiment me choque beaucoup, c'est que ces gens qui ont vraiment profité, mais à outrance, tout le monde sait qui a importé. Hein. Ce sont les généraux, leurs enfants, leur clientèle, leur parentèle, les ministres, leurs cousins, leurs cousines, leurs copines. Et donc, c'était tout à fait normal. Ils ont apporté n'importe quoi. Ils ont réellement importé de la poubelle. Ils ont fait de l'Algérie un gros bazar, à tel point que même les pays frontaliers venaient s'approvisionner dans ce pays, dans ce malheureux pays. Ils ont même importé du gravier, de la caillasse, ils ont importé des conteneurs vides où il n'y avait rien du tout. Tout ça pour exfiltrer, pour expatrier des devises fortes. Et là, maintenant, ils décident de réduire. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole ont chuté. Quelqu'un pourrait... Vous savez, moi je vais être un peu moins dur que M. Tebboune. Je ne pense pas que l'Algérie soit ou devienne la poubelle du monde. Je crois que depuis la hausse du prix du pétrole, elle est devenue la centrale d'achat du monde. C'est-à-dire qu'on ne produit rien en Algérie. Tout ce qui est consommé en Algérie, c'est de la production étrangère. Et je crois que c'était une politique délibérée. C'était une politique pour faire plaisir aux multinationales étrangères. Je vais simplement prendre l'exemple de l'agriculture algérienne. Rien qu'en blé, en produits donc agricoles, l'Algérie importe 3,4 milliards de dollars de blé. On dit que c'est le plus gros importateur de céréales au monde. Oui, avec l'Égypte, tout à fait. Ouais. Et ce qui est triste et révélateur, c'est que ce blé-là, on l'achète de France, mais la France elle-même ne consomme pas son propre blé. Elle préfère acheter son propre blé d'Angleterre et de Lituanie, car il est de meilleure qualité. Parce que le blé français, par exemple, l'année dernière, était un blé de mauvaise qualité. Mais l'Algérie a quand même importé 3,4 milliards de dollars de blé français de mauvaise qualité. Vous savez, je crois qu'au niveau du diagnostic, le peuple algérien est conscient de la situation économique et sociale. À vrai dire, je ne reproche rien au peuple algérien, et encore moins au gouvernement algérien, qui profite de l'apathie générale. Ce que je souhaiterais, c'est un réveil de l'élite algérienne, que ce soit l'élite qui se trouve aujourd'hui en Algérie ou l'élite qui se trouve aujourd'hui à l'étranger. Car quel que soit le mouvement social dans le monde entier, s'il n'y a pas une élite qui conscientise le peuple, qui soit à l'avant-garde des idées et surtout à l'avant-garde du combat démocratique et pacifique. Mais qu'est-ce que vous entendez par élite? Est-ce qu'elle existe encore, cette élite? Oui, bien sûr. Il y a des professeurs d'université, il y a des avocats, il y a des juges, il y a même des colonels, il y a des journalistes. Je crois que cet ensemble de la classe moyenne qu'on pourrait appeler l'élite, une élite c'est quoi? C'est une catégorie de la population d'un pays qui est à la fois consciente, si je peux me permettre. À mon avis, une élite ne vaut que si elle s'exprime. Oui, tout à fait. Pas seulement si elle a des diplômes et si elle est dans les créneaux en bouffe. Je vais juste donner une définition très simple. Une élite, c'est une catégorie de la population d'un pays qui est à la fois consciente de la problématique d'un pays et qui est en mesure de sacrifier une part de son confort personnel au profit de l'intérêt général. Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, non. Mais ça peut devenir le cas. Et je crois qu'il faut une interaction entre l'élite algérienne qui est sur place et qui est en difficulté, car vous savez, quand vous êtes professeur d'université et que vous dites un mot, vous avez, on va dire, 9 chances sur 10 de voir votre carrière ralentie. Si vous êtes un journaliste et que vous osez dire certaines choses, vous avez 9 chances sur 10 de voir aussi votre carrière ralentie. Je crois que l'élite algérienne qui est sur place dans les 48 wilayas a besoin d'un soutien de l'élite algérienne qui se trouve à l'étranger, que ce soit à Paris, à Londres, à Montréal, à New York. Et je crois que c'est l'interaction entre ces deux élites qui va faire que demain, le peuple se sentira un peu plus confortable pour contester pacifiquement, démocratiquement et légalement des choix politiques qui aujourd'hui nous amènent droit devant le mur. Azdine Zahlani, maintenant, avec ces restrictions, qui seront très drastiques, quoi qu'on en dise, et qui déjà
rendent obligatoire la détention de licences pour importer. C'est fini d'aller déposer un dossier à la banque pour pouvoir mettre de dinars et prendre des devises en échange et aller ramener ce qu'on veut. Maintenant, c'est des licences. Qui dit licence dit donc forcément copinage. On sait comment ça fonctionne en Algérie. Je ne sais pas si je pourrais rajouter beaucoup plus ce que mes deux amis ont déjà dit pour le constat général de la situation. Oui. Mais il me semble, a priori, que les affairistes qui ont été boostés depuis quelques années déjà pour constituer une nomenclature économique, bien entendu avec ses réseaux politiques et autres, a déjà senti le vent tourner depuis très longtemps. Et a commencé depuis pas mal de temps, nous détenons tous les informations, sur le départ de grands capitaux vers les pays du Golfe notamment. Et donc, ceux-là n'ont plus besoin d'avoir leur argent en Algérie et ils ne seront pratiquement pas touchés par les éventuelles restrictions ou les restrictions qui touchent d'ailleurs les intrants nécessaires et aussi le niveau de vie de la population. Mais dans les grands créneaux comme justement le blé, le médicament, l'armement, toutes ces grandes enveloppes qui sont généralement sous monopole des plus grands barons du régime. C'est des marchés fermés. D'accord. Monsieur Nekaz a dit tout à l'heure comment fonctionne ce lobby terrifiant du blé, par exemple. Oui. Pour ne citer que le blé, il y a une mafia internationale, le lait, par exemple, qui empêche l'Algérie de produire du lait. Et d'être autonome en la matière, comme pour le blé, qui est un pays céréalier, l'Algérie, comme pour la viande. Nous avons fait une émission sur l'agriculture il y a quelques jours qui est en train de passer en 3 parties, où des experts nous disent que non, que nous ne sommes pas, nous n'avons pas vocation à produire du lait, nous n'avons même pas vocation à créer des céréales, quel que soit le mythe de grenier de Rome et autres, et qu'au contraire, nous devrions nous orienter vers des créneaux où nous serions vraiment disposés à être performants. Au-delà du grenier et à ne pas se refuser d'importer ce que nous ne pouvons pas produire. Le grenier de Rome, c'est vrai qu'il fallait déjà, à l'époque, le relativiser. Au point de vue de l'Antiquité, c'était le grenier de Rome, mais pas de l'Empire romain, premièrement. Donc la production numide, je dirais, partait vers Rome, vers la population romaine, et pas vers l'Empire romain. Donc ça réduit un petit peu de la propension qu'on a à dire que l'économie algérienne, etc. L'économie algérienne agricole est particulièrement une économie de steppe. Oui. Et les Romains, la première chose qu'ils ont fait, pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est détruire par le limès, qui avançait au fur et à mesure, toute l'agriculture, l'économie pastorale ou semi-pastorale. Oui. Qui est la nature même de l'économie algérienne, en fermant les frontières, etc., et en établissant les fameux domaines que les Français, quand ils sont venus après, ils ont un petit peu fait la même chose. Oui. Ce qui s'est produit après, dans la suite de la colonisation, c'est les lois de la révolution agraire, y compris la 3e phase, qui a détruit complètement le cheptel algérien. Quand on a obligé les... Et puis des steppes qui ont été épuisées par des parcours trop anarchiques, par un pastoralisme débridé. Il y a eu deux phénomènes, si on peut résumer. Premièrement, avant, l'Algérie est un pays steppique, par définition, mais c'est le pays du mouton qui entraînait une autosuffisance du point de vue animal. Auparavant, et pendant des milliers d'années, je dirais, le pasteur, parce que nous sommes un pays de pasteurs, nous étions rarement un pays de marins. De sédentaires. Nous sommes donc un pays de pasteurs, et le pasteur marchait à la même vitesse que le mouton, quelques kilomètres par jour. Maintenant, à l'heure des grands camions, on voit tous, au début de l'été et au printemps, les grands camions venir du sud pour remonter vers le... Des sortes de transhumance. Voilà, mécanisée. La fameuse transhumance, mais qui se fait maintenant façon mécanisée. Mécanisée, et donc l'herbe n'a pas le temps de pousser avant que finalement que les camions arrivent. Mais la destruction du cheptel algérien,
comme la destruction en général de l'agriculture algérienne à partir de ce qu'on a appelé la révolution agraire, la destruction du cheptel algérien est l'une des causes de la dépendance. Parce qu'avant la dépendance, on s'est retrouvé donc, on a déjà détruit le cheptel algérien et détruit la superstructure dans un cadre juridique, celui de ce qu'on appelait la troisième phase de la révolution agraire, celui de l'accaparement ou de la nationalisation des immenses territoires de parcours qui ne sont pas une propriété, parce que l'Afrique du Nord et l'Algérie particulièrement, et les terres arches, mais des terres de parcours ne sont à la propriété de personne, et à la propriété de tout le monde. Exactement. Et quand on voit dans les Memcha, quand on voit dans la région de Tiaret, dans la région d'Aflou, dans les hauts plateaux, tout ça a été déstructuré par le système, j'allais dire le droit civil romain ou français, celui de la propriété, etc. Et donc, destruction de l'agriculture depuis 2000 ans, finalement, la destruction de l'agriculture algérienne. Pour revenir, si vous me permettez, donc, aux propos de M. Tebboune, je pense que nos amis ont bien mis en évidence ce que je pourrais rajouter simplement, c'est qu'il y a actuellement et depuis quelques années une création d'une bourgeoisie, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas sociale, pas dans le sens bourgeoisie tel qu'on la connaît dans les systèmes sociaux européens, donc de personnes extrêmement riches et ou enrichies très rapidement, et qui se sont mis depuis très longtemps à l'abri, maintenant à Dubaï, ailleurs, etc. Alors, nous allons, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, pour passer au sujet suivant. Juste peut-être pour dire qu'en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation économique du pays étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un déficit là, sur 2016 qui a été donc, annoncé, officiel, des chiffres officiels, donc après on en tire ce qu'on veut, 17 milliards de dollars. Ça veut dire que nous allons au fur et à mesure droit vers le mur, tout simplement. Donc ayant pris conscience de cette situation, ils essayent de réduire comme une forme d'ailleurs de chantage social à la population, de réduire un certain nombre d'importations pour qu'ils puissent eux-mêmes se partager finalement les fameuses licences qu'ils remettent en place pour qu'eux continuent néanmoins toujours à se goinfrer, mais que la population, elle est obligée finalement de réduire son train de vie ou son ambition pour consommer des produits de base finalement. Donc on a une situation économique, ils en prennent bien conscience, ils réduisent, mais ils maintiennent un système qui leur permet néanmoins de continuer à alimenter les clientèles parce qu'ils en ont besoin. Ils vont devoir restreindre les grandes sphères où on se profitait, où on se gaufrait, comme vous disiez, mais là, ils vont réduire vraiment à leur périphérie très proche. Absolument. C'est ce que, en tout cas, on constate. Je voulais vous demander, ces grands pôles d'importation qui ont émergé depuis la flambée des prix des pétroles, comme l'Elma, par exemple, Souk Dubaï, comme on l'appelle, vous pensez qu'ils vont disparaître? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des intérêts pour certains des barons, ils demeureront. Mais il n'y a plus d'argent. Je ne peux pas faire de politique fiction, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est que la situation se complique et que par conséquent, on risque d'avoir des problèmes encore plus graves, peut-être des soubresauts, on en parle depuis un petit moment, des soubresauts qui vont se multiplier parce qu'ils existent en réalité. Comme la disparition de plusieurs emplois, par exemple, d'un grand nombre d'emplois qui sont liés à ces pôles d'importation. Mais c'est évident parce qu'en contrepartie, en réalité, ils ne mettent aucune stratégie économique de création de richesses à l'intérieur du pays. Ils n'en font qu'en parler depuis des années, mais ils ne mettent en place aucun dispositif réel, concret, parce qu'ils n'arrivent pas à l'imaginer, tout simplement, je suppose, parce que cela peut-être ne les intéresse pas ou ils n'arrivent pas à en tirer des bénéfices. Et donc, comme ils ne créeront pas et passer à long terme aussi. Absolument. Parce qu'eux, ils veulent du court terme, juste... Oui, mais comme ils n'arriveront pas à créer donc, des emplois, tout en réduisant finalement
en mettant des barrières à la production nationale, le peu de production nationale qui existe. Je parlais des hausses de TVA, etc. Parce qu'une hausse de TVA, c'est une augmentation de prix. Une augmentation de prix, c'est une baisse de la consommation. Une baisse de la consommation, c'est une baisse de la production. Et une baisse de la production, c'est le chômage. Disparition de l'emploi. Absolument. Voilà. Donc, quand ils vont être dans cette équation inextricable pour eux. Et nous allons passer au sujet suivant. Je voulais juste rappeler qu'en ce moment, nous parlions tout à l'heure d'agriculture. En ce moment, nous sommes en train de diffuser une émission en 3 parties sur l'agriculture dans une autre émission, Le Vif, du sujet que nous vous invitons vivement à regarder, une émission dans laquelle s'expriment de très grands experts en la matière. Le deuxième sujet, c'est la nomination de Ould Qaddour à la tête de Sonatrach. Le matin d'Algérie. Hussein Malti, Washington est derrière la nomination d'Ould Qaddour à la tête de Sonatrach par Hamid Arab. Alors, qui se lance? Je crois que cette affaire-là, à mon sens, c'est l'affaire du basculement de la situation morale et politique en Algérie. C'est-à-dire 2007, ce monsieur, qui vient du MIT de Boston, donc c'est la plus prestigieuse école. Massachusetts Institute. Absolutely, yes. Of Technology. Donc c'est la plus prestigieuse école d'ingénieurs dans le monde entier, à Boston. Ma femme y était à l'époque, entre autres. Ce monsieur, donc, sur le plan des compétences, il n'y a rien à dire, mashallah, comme on dit, alhamdoulilah. Walakin, ce monsieur, en 2007, a été condamné par un tribunal militaire algérien pour avoir divulgué des secrets, d'informations secret défense à un pays étranger qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, ma femme est américaine, mais quand il s'agit de Siyad al-Wataniya, de la souveraineté nationale algérienne, pour moi, c'est une île rouge. Il est hors de question, je dis bien hors de question, de laisser un monsieur qui a été condamné par un tribunal militaire algérien pour avoir divulgué des informations secret défense aux États-Unis, de laisser ce monsieur gérer la plus grande entreprise algérienne, a fortiori l'entreprise qui rapporte 97% des devises du pays. Et là, je crois que c'est une atteinte directe, une remise en question directe de l'armée algérienne. Je crois que cette nomination est un crime de lèse-majesté à l'égard de l'armée algérienne, donc Jaish el-Jazairi, car l'armée algérienne a dit en 2007 que ce monsieur était un espion, un traître à l'Algérie. Et comment on peut imaginer que des responsables politiques aient pu prendre une décision. Mais l'armée, il y a en même contradiction rapport, avec la décision du tribunal militaire de l'État. Il y a un même rapport du même DRS qui a inculpé ce monsieur, qui l'a blanchi. Du temps du même Tawfiq. Ça veut dire le même Tawfiq. Il a fait un rapport contre lui où il était question d'espionnage en faveur d'une puissance étrangère, etc. Et puis après qu'il ait purgé sa peine de prison, un autre rapport est venu le blanchir pour dire non, ils sont venus... Mais il n'a pas été pour autant réhabilité par voie de justice. Ça a été une transaction politicienne. C'est Jamal El-Din Benjellouf. Il y a un tribunal militaire algérien qui a dit que ce monsieur était un espion à la solde des États-Unis. On ne peut pas accepter aujourd'hui, 10 ans après, en 2017, que ce monsieur s'occupe de 97% des devises du pays. C'est inacceptable. Et on en fera une affaire d'État, une affaire populaire algérienne, Inch'Allah, pour exiger sa démission. Je voudrais parler sur le point de vue juridique, si vous me permettez, parce que le terme d'espionnage dans le code pénal algérien, qui a été élaboré en 1966, à l'époque d'une économie fermée et autres, etc., où il était interdit de photographier une plaque... caserne, par exemple. Une caserne. Une caserne. Un mur d'enceinte. Voilà. Maintenant, à l'époque des satellites, etc., et tout cela, la notion de secret d'État et autres, etc., beaucoup de choses dans ce genre-là sont tombées en désuétude. On parle bien d'une mallette. Je parle du code pénal algérien. Pas une mallette, Progrès de des technologie. mallettes. En l'occurrence... le code pénal algérien est à revoir. Il ne s'agit pas d'une photo. Hein. En fait, BRC, dont ce monsieur était le dirigeant à l'époque, avait ramené, elle était dans une opération d'importation de mallettes de très grande sophistication en matière de communication militaire. Donc, c'est des mallettes qui ont été remises au plus grand chef de l'armée algérienne pour communiquer, qui coûtaient très très cher, milliards de dollars. Il s'est avéré que ces mallettes, semble-t-il,
étaient en quelque sorte des boîtes postales de la CIA. C'est-à-dire tout ce qui s'y faisait passait directement à la CIA. C'est incroyable. C'est une grosse affaire dont on n'a rien dit, parce que Bouteflika a vite fait d'étouffer l'affaire en liquidant de façon non légale, non judiciaire, la BRC, sans audit, sans liquidation judiciaire, et par ailleurs de fermer la porte sur cette histoire de mallette, et aussi, surtout, de fermer le dossier sur l'affaire de la base américaine qui a été construite à Ehrher et qui a été détruite juste après pour étouffer l'affaire. Non, mais même en matière, par exemple, de télécommunications, quand il y a eu quelques années un marché très important avec une puissance européenne sur les télécommunications en Algérie, beaucoup de personnalités ont attiré l'attention sur le fait que si on octroyait, si on donnait ce marché-là des télécommunications nationales à une puissance étrangère, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Algérie soit totalement protégée, et particulièrement vis-à-vis de la puissance qui a installé les services d'information et de télécommunications au niveau national. Si Aziz Zalani, permettez-moi juste une précision. Ce monsieur a été jugé par un tribunal militaire à Blida. Il a été emprisonné pendant 30 mois. Non, 13 mois. 13 mois. Il a été condamné à 30 mois. 20 mois. 20 mois. D'accord. Il a fait 20 mois, il Donc, a été condamné à 30 3 mois. ans. À 30 mois, voilà. Donc c'est sérieux, c'est très très grave. Comment peut-on imaginer 10 ans après que ce monsieur puisse s'occuper de 97% Mais la des grande devises question, du pays? si je me permets de vous interrompre inimaginable. tous les deux, la grande question, moi, que j'aimerais que vous puissiez y répondre, si tant est que vous ayez une réponse. Pourquoi a-t-on ramené ce monsieur? Dans quel but? Pourquoi? À la limite qu'il soit très compétent, il n'est pas le seul compétent. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui est derrière? Qui, d'après vous, la guerre de Sonatrach a commencé, la guerre actuelle de Sonatrach a commencé en 1999 à l'arrivée du président Bouteflika, qu'il n'a pas caché en désignant des parties de la population algérienne, en disant que ces parties-là se sont accaparées de Sonatrach et que ma mission à moi est de reprendre Sonatrach. Et puis, il y a eu une lutte. Ça veut dire une régionalisation. Régionalisation. L'enlever au Kabyle, la donner en Edroma. Exactement, voilà. Ouais, pour dire les choses. Et pour dire les choses. Sonatrach a été à un moment donné la chasse gardée d'une population qu'on appelle Kabyle, Hassim Meshoud, etc. Mais Rosalie n'est pas Kabyle. Ça a commencé en 92, à vrai dire, c'est bien avant, hein, si je peux me permettre. Oui, mais on revient à l'islam et puis on va plus en sortir. Ouais. Non, avec la chute du prix du baril, donc en 86-87, on a commencé déjà à laisser du pouvoir aux multinationales dans le désert algérien. Notamment, on a laissé une place importante aux compagnies américaines et aux compagnies françaises. Le pouvoir de 99, M. Bouteflika, c'est bien avant Bouteflika. Quand il est arrivé, il a mis l'accent sur quelque chose de très, très sensible en Algérie, la question de régionalisme, de Kabyle, anti-Kabyle, etc. Et là, pointer le doigt là-dessus, sur les Kabyles, sur les Chaouis et autres, etc. Donc, pour jouer ce jeu-là dans plusieurs domaines. Mais ce n'est pas les Kabyles qui possèdent 100% du gaz mais bien aujourd'hui. Mais bien entendu. Aujourd'hui, 100% du gaz illicite, c'était de la démagogie, mais ça pouvait plaire à une partie de la population. Quand il je disait... crois que ce n'est pas un problème de Kabyle ou d'Arabe, si je peux me permettre. 100% du gaz d'Illizi, ça appartient pas aux Kabyles, ça appartient 20% aux Français, 52,5% aux Espagnols, et 27% du personnel dirigeant. Non, je parle au personnel Italiens. dirigeant et non dirigeant. C'est pas ça le problème, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, hein. Ah non. 65% du gaz Adrar appartient à la France. Zohar Ruiz, puis nous revenons. Ce n'est pas quelques postes qui vont faire la différence. Je me permets de vous sur deux registres différents. Si on peut revenir au sujet, de quoi il s'agit. Rachid Naqaz a raison, il l'a souligné. Il s'agit de quelqu'un qui a été condamné par la justice militaire de Blida pour des faits de haute trahison. Condamné à 30 mois, il en a fait 20. En fait, pour dire des termes, ce n'est pas haute trahison, c'est espionnage. Le chef d'inculpation haute trahison n'a pas été. J'espère que l'espionnage, quand même, au profit d'une puissance étrangère, c'est vraiment de la haute trahison, ou alors on est vraiment sur du droit commun. Donc c'est de la haute trahison. Et aujourd'hui, donc ce monsieur est remis à la tête de. C'est pas la plus grande entreprise du pays, c'est l'entreprise du pays. C'est les devises du pays. 94, 96 ou 17% des ressources de l'Algérie proviennent de la vente des hydrocarbures.
Donc il est à la tête de cette entreprise-là. Et pourquoi, Sur le plan de la pourquoi on l'y a mis symbolique, Pourquoi on l'y a mis je vais y arriver. Sur le plan de la symbolique, quel est le message qu'on délivre aux communs des Algériens? On peut tout faire. Ouais, On voilà. peut tout faire. Il ne se passe rien. Que voulez-vous que les Algériens, le commun des Algériens, respectent les lois de ce régime? Pourquoi voulez-vous qu'ils respectent les règles qui sont imposées au commun des Algériens? On est en train de leur dire, vous pouvez tout faire, il ne vous arrivera rien. À partir du moment, à partir du moment, vous faites partie de la clientèle. Vous êtes de du ce bon régime. côté du manche. Voilà. Sinon, les lois sont faites pour vous, en réalité. Les lois sont faites pour tous les autres, nous autres, et pas pour eux. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller jusqu'à l'espionnage au profit d'une puissance étrangère. Vous rendez-vous compte sur le plan de la symbolique? Mais pourquoi Et maintenant, pourquoi est-il pourquoi là? les décideurs ont-ils pris un tel risque de se découvrir, à la limite de défier les Algériens, en nommant un homme qui traîne autant de casseroles? Il finit et je vous donne la parole. Probablement que ça répond à un certain nombre d'éléments qui sont en cours de mise en place. Préparer le 2019, avoir quelqu'un qui puisse fournir la grosse Probablement. finance. C'est un des amis de Cheikh Ibrahim. On parle de lui, mais et on a parlé aussi de Cheikh Ibrahim il n'y a pas longtemps. Oui. Il y avait un mandat international contre lui. Oui, Et pourtant, il est rentré accueilli par les autorités du pays, absolument. malgré le mandat international. Sur le plan de la symbolique, là aussi, c'était quelque chose. Et puis, je ne parle pas des Zaouïas, etc., tout ce qu'on a fait autour de lui. Et là, c'est finalement une reconstitution de ce bloc des mafieux, du clan de l'argent sale, et finalement des condamnés, jusqu'aux condamnés pour haute trahison, qui se reconstituent pour quelque chose peut-être qui est en train de se préparer. Je m'apprêtais à dire la même chose parce que ce monsieur qui a été nommé sur la traque, il a été nommé dans le cadre, il ne faut pas oublier que c'était Chakib qui avait à la fois le ministère de l'énergie et Sonatrach pendant des années. Et qui aurait, dit-on, constitué la fameuse caisse noire pour les frères Donc, Bouteflika. qu'un subordonné ou un ami ou un complice, ou appelez ça comme vous voulez, ou en tout cas un affidé à Chakib Khalil, qui est bien posté là où il faut, c'est-à-dire c'est un avantage pour ceux qui ont nommé Chakib Khalil, ceux qui sont très proches de Chakib Khalil, qui l'ont nommé dès le départ à ce poste stratégique, et celui-ci nomme aussi quelqu'un de fidèle. Alors, je ne vois pas le changement. Moi, je n'ai pas compris. Expliquez-moi de façon claire. Parce que là, on dirait que vous parlez par parabole. Algérie. Pourquoi ce monsieur l'a-t-on mis à la tête de son attraque? J'aimerais qu'on m'explique de façon claire. Parce que l'Algérie, c'est son attraque. L'Algérie, c'est le pétrole. Et le pétrole, c'est les États-Unis. Allons jusqu'au bout. Voilà. Le gaz, c'est la France, et le pétrole, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, les 40 voleurs, comme je les appelle, essaient de faire plaisir aux Américains. Comme vous savez, le président Trump est un républicain. Historiquement, les républicains ont toujours été, j'aimerais dire, proches des milieux d'affaires, comme la société Halliburton, qui est très présente dans le pétrole algérien et dans le gaz de schiste, notamment à El Salah. Halliburton qui était à BRC. Exactement, tout à fait, qui appartenait à BRC était la filiale de Halliburton. Absolument. Donc, dont 49%. Dont l'ancien président était Dick Cheney, qui était Ouais. l'ancien vice-président américain. Donc je crois tout simplement que l'Algérie essaie de donner des gages aux États-Unis pour laisser carte blanche aux 40 voleurs pour choisir leur successeur. Vous avez bien vu que j'étais... Vous pensez que ce n'est que ça, que ce monsieur, à la limite, pourquoi on n'aurait pas pris un autre pro-américain? Pourquoi aurait-on pris ce monsieur Ould Khaddour qui traîne autant de casseroles, alors qu'on aurait pu prendre, si c'est ce scénario qui s'est imposé à eux, pourquoi ne pas avoir pris un autre pro-américain qui ne traîne pas autant de casseroles? Ah, vous savez, je vais vous dire, oui. Ça c'est une méthode soviétique. D'accord. Les soviétiques ont été brillants dans la manière de propulser des leaders politiques dans le monde entier. Je vous donne un exemple. Georges Marchais, qui était l'ancien secrétaire général du Parti communiste français, avait été choisi par les soviétiques. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans son histoire, il avait travaillé chez les Allemands pendant la guerre, avant la mise en place du travail obligatoire, des STO. Ça veut dire le tenir. C'est une façon de le faire chanter si ça se présente. C'est une méthode soviétique. On propulse toujours devant la scène des personnes qui ont quelque chose d'inavouable dans leur passé. Le fait de choisir Ould Khaddour, vous pouvez être sûr et certain qu'il ne contestera jamais une décision
politique. Et je vous donne juste un exemple. En 2005, lorsqu'il y a eu le vote de la loi sur les hydrocarbures qui permettait à des entreprises étrangères d'avoir jusqu'à 80% d'un gisement pétrolier ou de gaz, qui on a mis Chakib Khalil pour s'occuper de cela. Et on savait très bien. C'était lui qui l'avait concocté, cette loi. Barakallahu fi. Et heureusement qu'à l'intérieur du DRS, il n'a pas fait que des choses négatives, le DRS. Il y a j'aimerais dire, une action plurielle qui a été mise en place afin de ne pas mettre en place la loi sur les hydrocarbures en 2005. Et c'est parce qu'il y a eu cette loi-là avant, notamment qu'en 2002, 65% du gaz d'Adrar a été donné à la France jusqu'en 2043. Et nous passons au sujet suivant, le dernier, l'affaire de Ould Abbas, Shkara Bouteflika. Il s'est adressé, il a dit moi je suis pour Bouteflika à vie, pas pour un 5e, 6e mandat, à vie, et pourvu qu'il ne meure pas, qu'il reste vivant à l'éternité. Et donc nous allons voir le dernier titre. Algérie Focus. Monsieur Ould Abbas, vous faites de nous la risée du monde. Par Abdou Samar. Et nous allons l'écouter pendant 2 ou 3 minutes. عبد العزيز بوتفليقة الأسير هو الأفلان وتنقل عنده المركز الجهاز المركزي مع المكتب السياسي أول حزب ولد الأفلان إنشاء الأفلان عبد العزيز بوتفليقة. لهذا كي نتكلم عن الانتخابات نتكلم دائما على ما أنشئ ما أنجز ما حصلنا عليه في هذا العدد 4 وإن شاء الله 5 و6 إلى الأبد إن شاء الله. Alors, il se chuchote que ce monsieur, après le gros scandale qui a émaillé le FLN par l'interpellation de son propre fils, dans son propre domicile au Club des Pins, où on aurait trouvé une très forte somme d'argent. Certains parlent de 6 milliards, d'autres parlent de 60 milliards. D'une grosse somme en euros, de 52 dossiers de candidature. Donc ce monsieur, son fils qui n'a aucune fonction au FLN, vendait des têtes de liste. Il avait un bureau au siège du FLN de Haïdra, secrétariat et tout ce qu'il faut, alors qu'il n'a aucune fonction. Et donc, on avait parlé du limogeage imminent de Ould Abbas. Et voilà qu'il se chuchote maintenant, qu'il aurait été tiré d'affaire, qu'un conclave se serait tenu pour décider très vite de certaines mesures à prendre et donc de mettre fin au scandale Ould Abbas. Et là, il revient avec beaucoup de gratitude pour dire qu'il est avec Bouteflika, donc avec Saïd Bouteflika en fait, pour 6e, 7e, 10e mandat. Je pense que, si vous me permettez, Oui. Que M. Ould Abbas n'a pas d'autorité ni de mandat en tant que secrétaire général, même s'il est secrétaire général du FLN, pour se prononcer sur l'état de santé du président de la République, d'une part, et aussi sur la suite de ses mandats. L'état de santé du président de la République, comme on l'a déjà dit auparavant, dépend d'une instance, une unique instance en Algérie, c'est le Conseil constitutionnel. Que toutes les personnalités politiques qui disent que le président est en très bonne santé ou ceux qui disent l'inverse ne sont pas, à mon avis, il a été verrouillé, le Conseil constitutionnel. Qu'il soit verrouillé ou pas, dans tous les cas, c'est le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer. Et s'il ne se prononce pas, il ne le fera jamais. Il faudrait l'interpeller, ne pas cesser de l'interpeller. Qui l'interpelle? Qui le saisit? Les députés, on a parlé tout à l'heure les parlementaires, de l'opinion publique, on a parlé de la presse. Il faudrait, au fur et à mesure, qu'on sorte de la mauvaise voie où on nous a mis, où c'est des hommes politiques, ou des secrétaires généraux de ceci ou de cela, ou des chefs de parti qui disent « il est en très bonne santé, il marche avec sa tête et pas avec ses pieds », ou d'autres qui disent « il est sur un brancard ». Et tous ne sont pas attitrés. C'est à la classe intellectuelle, à la classe éclairée, de dire « il y a une instance » qui doit se prononcer. Et on doit mettre cette instance... Mais elle refuse de se... Qu'elle refuse, on insistera. Non, elle refuse. La voie légale, on insistera. C'est le président du Conseil constitutionnel. Au lendemain de l'AVC de Bouteflika, on a nommé M. Meddelsi. À la tête du... Pourquoi on a nommé M. Meddelsi? Parce que M. Meddelsi fait partie du précaré des frères Bouteflika.
Au lendemain, dès que l'AVC a été rendu public, M. Meddelsi s'est retrouvé président du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pour ne pas, justement, recourir au fameux article 88 qui est devenu l'article 62. Et donc, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. On a tous vu de nos propres yeux que M. Bouteflika est complètement débranché, qu'il n'est pas capable de réciter la table de multiplication de 1. Et on est en train de nous dire non, on ne doit pas dire qu'il n'est pas malade, on doit attendre le Conseil constitutionnel. Eh bien, moi, je vais commencer. Oui. En tant que citoyen algérien, oui. J'adresse ici même, dans votre télévision, un appel à M. Meddelsi, et qui me connaît d'une certaine manière. Et je lui demande, je ne dirais pas solennellement, je lui demande publiquement de prendre ses responsabilités de président du Conseil constitutionnel. C'est Zalani Azdine qui lui dit, et il sait parfaitement de quoi je parle. Et s'il ne le fait pas? De prendre ses responsabilités et très rapidement, dans le cadre de la loi, pour nous dire, selon ses compétences, lui et son conseil, si notre président est toujours apte ou pas à exercer ses missions, sinon M. Zalani Azdine est publiquement mettra devant le public national et international, mais surtout national, un certain nombre d'informations que M. Meddelsi sait parfaitement que je sais. Ce n'est pas du chantage. D'accord. Quel délai? Combien on va attendre? On va attendre une semaine, 10 jours? Non, si c'est dans 10 ans, c'est pas la peine. Là, mais c'est dans 10 ans. Non, vous le sommez de, je le somme, moi, de remplir sa mission. Citoyen algérien, mais il sait parfaitement, mais s'il ne le fait pas, il sait parfaitement de quoi je parle. Et il sait de quoi je parle, et je lui donnerai une indication à M. Meddelsi, qui pourrait être dangereuse à la fois pour lui et pour moi. Je lui dirai, Monsieur Meddelsi, rappelez-vous la Suisse. Monsieur Meddelsi, rappelez-vous la Suisse, et dans la Suisse, rappelez-vous Genève. Et tout ça est enregistré et est écrit. Et dans un temps, nous ne faisons pas de chantage. Je dis simplement, Monsieur Meddelsi, vous êtes un représentant attitré de l'une des institutions les plus importantes, particulièrement lors de la fragilité du système qu'on subit. On vous demande, en tant que patriote, en tant qu'Algérien, d'être aussi patriote que nous et de prendre vos responsabilités que la loi vous octroie, celle de nous dire que le président, si le président est apte ou n'est pas apte de prendre les dispositions qu'il faut. En convoquant des professeurs de médecine pour l'examiner. En convoquant des présidents des professeurs de médecine et à faire ce qu'il faut faire pour nous sortir de cette nasse concernant ce poids qui fait que l'Algérie actuellement est bloquée parce que le chef de l'État, qui est aussi la clé de voûte de non seulement de toutes les institutions, mais aussi de toutes les lois, décrets et autres, donc de tout le système institutionnel et administratif, et qui est mal portant, et on le sait tous. Et qui est chef des armées. Et je ne vais pas dire la litanie habituelle, Allah Rabbi Jibrou Shfa, ila khayri, nous sommes tous musulmans, on le sait tous là, mais là on n'est pas dans le système humain, dans l'aspect humain, on est dans l'aspect juridique et institutionnel et national. Je demande solennellement à M. Meddelsi de prendre ses responsabilités. Inch'Allah. Barakallahu fik. Ce qu'on est en train de se dire et ce qu'on vient d'entendre, si jamais cela devait avoir lieu, montre que finalement, il faut menacer les plus hauts représentants des institutions du pays pour qu'ils puissent dédaigner, exercer leurs prérogatives. Cela veut dire, ce que vous êtes en train de dire là, que M. Meddelsi, finalement, n'a aucune notion de la responsabilité qui sied à sa fonction aujourd'hui de responsable du Conseil constitutionnel. Et que finalement, il n'a aucune conviction, aucune morale, et qu'il ne pourrait agir que sous le coup des dossiers, des pressions. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et je vais vous dire, M. Meddelsi a reçu au Conseil constitutionnel, vous vous en rappelez, M. Naqaz, vous étiez candidat, et il a reçu au Conseil constitutionnel quelqu'un, Abdelaziz Bouteflika, qui ne pouvait pas prononcer plus de 3-4 mots
Tout le monde se souvient, ça a été filmé, je n'invente rien. Oui, je n'ai pas de dossier sur le sujet, ça a été filmé. La peine du monde qu'il a eu à dire « je viens vous remettre mon dossier de candidature ». M. Meddelsi a eu tout ce temps-là, comme tous les Algériens, de constater qu'il avait affaire à un candidat qui ne remplissait pas les conditions. Et a fortiori, un président qui n'est pas en capacité d'exercer ses attributions constitutionnelles. Et ça, tout à l'heure, on a fini la seconde séquence sur une question que vous aviez posée en disant pourquoi est-ce qu'il nomme Ould Qadour avec tant de casseroles. Une partie de la réponse a été apportée par Rachid Naqaz, mais s'il n'y avait pas des casseroles, il ne pourrait pas être utile sur ces postes-là. Et je vous repose une question, M. Benchenouf. Vous en connaissez dans ce sérail qui ne traîne pas de casseroles? Non. Voilà. Non, non. Donc vous avez la réponse. C'est un critère obligatoire et impératif. C'est un des critères. Et ils les tiennent de cette manière-là. Et M. Meddelsi remplit cette condition, et visiblement d'autres, puisque vous avez des informations, et il en remplit visiblement d'autres aussi. Donc nous sommes sur un tel niveau de bassesse et d'affaissement, finalement, des institutions de l'État, que nous en sommes ici, dans une émission, à dire « je détiens un dossier sur celui-là, il faut qu'il applique la loi ». Ils ne le feront pas, je suis désolé de vous le dire, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Vous vous êtes adressé solennellement en tant qu'Algérien et vous avez bien fait de le faire dans une émission, et je fais de même, je vous dis, il ne se passera rien, il n'en fera rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer à faire ce que nous faisons tous, et vous le faites bien aussi, éveiller les consciences, faire sentir aux Algériens, oui, c'est ça, faire sentir aux Algériens qu'ils doivent s'impliquer, qu'ils doivent être une des équations. Je sais que beaucoup d'Algériens, et j'ai déjà eu à le dire, beaucoup d'Algériens attendent tout des partis politiques de l'opposition. Or, les partis ne sont que l'expression de l'engagement populaire. S'il n'y a pas d'engagement populaire, les partis, combien même, comme Gilles Jadid et d'autres, le MJC, peuvent s'impliquer, vouloir changer les choses. S'il n'y a pas d'engagement, il ne se passera rien. Donc il faut motiver le peuple, il faut lui donner. Il faut l'éveiller il faut l'éveiller pour lui expliquer qu'il a des droits, hein, qu'effectivement il y a des institutions qui doivent réagir, il y a des lois qui peuvent régir. Les Algériens aiment bien aussi que leurs élites, leurs leaders, ceux qui parlent au nom de ce pays, ceux qui ont peur pour ce pays, fassent comme vient de le faire Azdin. Pour dire nous sommes là, nous nous impliquons personnellement, même s'il faut aller au charbon, mais faites votre travail, bon Dieu, sinon on va se rencontrer sur. C'est la définition de l'élite que je donnais tout à l'heure. D'une certaine manière, comme nous arrivons bientôt à la fin, j'aimerais d'abord que vous me présentiez le livre que je vois de Sofiane Djilali. Je vous ai donc apporté le dernier livre de Sofiane Djilali, La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Vous avez là une analyse de la société algérienne, et ce livre porte finalement un condensé du projet de société de Gilles Jadid. Pour dire à vos téléspectateurs, voilà, le livre est disponible, il est aux éditions Gilles Jadid, parce que nous avons eu là aussi le plus grand mal à trouver un éditeur qui était en capacité de prendre la responsabilité d'éditer un livre finalement d'un des acteurs politiques. Et pour la distribution, ça va pouvoir se faire en Algérie? On commence à le faire par nos propres soins. Et on va continuer, il y a des distributeurs, autant l'édition c'est compliqué, autant les distributeurs, il y en a. Donc en tout cas, il est disponible, vos téléspectateurs peuvent le trouver sur Amazon, pour ceux qui sont à l'étranger, ou en contactant directement Gilles Jadid sur ses pages Merci Facebook. beaucoup. Merci. Rachid Naqaz, il reste après 3 minutes, on va faire une petite rallonge. Votre candidature a été invalidée, vous avez fait appel, comme tout bon citoyen qui se respecte, à la justice de votre pays. Vous êtes rendu à Alger. De notre pays, c'est Djemal. Oui, de notre pays. Vous êtes rendu à Alger et là, la justice vous a totalement, définitivement débouté. À vrai dire, vous savez, je suis un légaliste. Moi, je respecte les institutions de mon pays, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, la justice et même la présidence de la République. C'est vrai que
la décision du tribunal administratif m'a un peu étonné parce qu'il n'y a aucun argument administratif. Il me reproche. C'est le tribunal de Belmourad Raïs. بالمراد رئيس المحكمة الإدارية تاع بالمراد رئيس في الجزائر العاصمة. Aucun argument administratif. Il me reproche d'avoir choisi le nom d'une liste qui s'appelle les cases MJC alors qu'il n'y a rien dans le code électoral algérien qui interdise d'appeler une liste avec les mots ou les noms de notre choix. Il me reproche d'avoir porté atteinte aux institutions de l'État algérien alors que ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie, ni la présidence de la République, ni même la chefferie de gouvernement n'ont porté plainte contre moi. Donc cela, la décision du tribunal administratif, je le regrette, mais ne repose sur aucun argument administratif. Ça m'allège. On va continuer. Donc on a décidé de faire un recours parce que l'article 99, il sera trop tard. J'ai le temps, vous savez, j'ai 20 ans. À moins d'obtenir un référé, ce qui n'est pas possible, je crois. C'est Jamal Eddin. N'est-ce pas? J'ai tout mon temps. Vous savez, moi je suis un légaliste. Je vais jusqu'au bout de la logique. Vous dites toujours, moi j'ai 20 ans. Inch'Allah, bien sûr. Vous avez quel âge aujourd'hui? 45. Vous êtes dans 20 ans, vous aurez 65 ans. Vous serez moins jeune que Bouteflika de 15 ans. Allez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Les 40 voleurs ont tous les pouvoirs aujourd'hui. Tous les pouvoirs. Mais il y a une grosse contradiction dans ce que vous dites. Je peux juste finir ma phrase, si vous permettez. Allez-y, mais je vais vous prendre là. Ils ont tous les pouvoirs, sauf un. Oui. Permettez-moi de lui dire. C'est le pouvoir temporel. Ils ne peuvent pas acheter du temps. Mais ما يقدروش يشروا الوقت. على بالكم باللي القانون تاع سيدي ربي la loi divine même القانون تاع سيدي ربي يبغي التغيير. Même la loi divine a prévu 4 saisons. Oui. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc le changement fait partie de la loi de Dieu. Et ils n'ont pas le pouvoir du temps. Et je crois que, et là je fais un petit clin d'œil à Gilles Jadid, je crois que les nouvelles générations sont programmées dans la loi de Dieu. Donc il y aura une nouvelle génération, Inch'Allah. Est-ce que je voulais dire simplement qu'il y a une contradiction de fond, mon cher ami. On connaît vos positions qui sont parfois très, très respectées. Souvent très respecté, mais comment aller vers ce Parlement? Vous savez comment fonctionne son recrutement. Mais bon, ne pas laisser participer, vous savez. Particulièrement ceux de l'immigration, depuis des années, on le suit, on sait comment ils sont cooptés. Et moi, je n'ai même pas le droit d'être candidat. Voilà. Est-ce que vous avez... À quoi ça sert? Oui, candidat pour légitimer une élection dont on sait, particulièrement pour ce qui est de l'immigration... Comment elle va se passer? Que les candidats sont déjà cooptés. Ils sont déjà élus. Ils sont déjà élus. J'ai le droit de me présenter comme ça. Moi, j'aimerais... Et alors? Légitimer une élection. Je légitime l'Algérie, la démocratie algérienne. J'aimerais, je vous attendais au tournant, justement. J'avoue, je vous attendais au tournant, en me frottant les mains comme ça. On ne vous laissera pas faire. Alors, vous m'aviez dit que l'Algérie est un état de droit à 85%. Non, démocratie, j'ai dit. Non, vous avez dit c'est un état de droit. Non. Ça veut rien. L'Algérie, d'accord. Démocratie à 85%. L'Algérie est un état de droit à 15%. Démocratie à 85%. Tout à fait. D'accord? Je maintiens. Et maintenant, à l'instant, vous êtes en train de me dire ces gens-là ont tous les pouvoirs. Oui, tous les pouvoirs sauf le pouvoir du temps. Quand les 40 voleurs ont tous les pouvoirs dans un pays, ça ne peut pas être une démocratie à 85%. Je peux vous répondre? Oui. Aujourd'hui, ils m'empêchent d'être candidat. Ils m'ont empêché en 2014, ils ont modifié la Constitution en février 2016 pour m'éliminer avec d'autres, notamment M. Benouari. Cette fois-ci, ils veulent m'éliminer même de la candidature pour être simplement un simple député parmi 462 députés algériens. Mais jamais ils n'ont usé de violence, jamais. Jamais ils m'ont touché le moindre, même pas ma chemise, jamais. Oui, je suis en résidence surveillée 24/24 dans Mondoir. Oui, je suis escorté en permanence de l'aéroport à Mondoir, mais jamais un policier, jamais un gendarme, jamais un officier de renseignement n'a dit le moindre mot ou a porté le moindre petit doigt sur ma personne physique. J'ai pas fini. Pour vous, c'est ça une démocratie. J'ai pas fini. Et malgré tout ce que je dis, à la fois en France, à l'étranger ou en Algérie, vous avez vu que j'ai une liberté de ton qui est totale. À aucun moment, il y a une action judiciaire contre moi par rapport aux mots. discours et c'est ça la démocratie. بالعقل شوف يعني بالعقل ذري كيزيد ما يزيدش عند ساعه يهضر ولا يمشي بالعقل. انا على قلت لكم عندي 20 سنه قدامي ان شاء الله. J'ai 20 ans devant moi. Pourquoi? Parce que vous avez 20 ans, moi je n'ai plus 20 ans. J'ai bien compris. Vous savez, un État ne doit pas être perçu à l'aune
de notre expérience personnelle. Il faut le voir sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Zellani tout à l'heure par rapport à l'Empire romain. L'Algérie à l'époque de l'Empire romain, comment la société algérienne, la société pastorale algérienne a évolué. Je crois que si on veut rendre service à l'Algérie, je crois qu'il faut qu'on mette de côté j'aimerais dire nos rêves personnels pour essayer tous les jours de se dire est-ce que ce que je fais va servir demain l'intérêt général de 40 millions d'Algériens et l'intérêt général de l'Algérie. Même si, à titre personnel, c'est difficile, c'est douloureux, mais je crois qu'il faut essayer de transcender nos envies, nos rêves personnels et essayer de les porter au nom de cet intérêt Merci général. Rachid Nekaz, Barakallahu fik. merci Zoher Rouis, merci Azdin Zalani, merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir prêté votre attention. Bra wala khair b'slama.